Bonjour, donc je suis donc François Martin et je suis responsable de la fiction des romans pour Actes Sud Jeunesse. Donc j'ai voulu, avec ce webinaire, revenir sur les parutions en matière de romans ados en cette année 2023. Un éventail de livres qui affiche notre volonté de toujours proposer une littérature d'aujourd'hui, une littérature contemporaine, curieuse, impertinente, qui fait écho aux aspirations, aux désirs, aux incertitudes de la jeunesse, de nos lecteurs, de la manière aussi qu'ils ont de se coltiner au réel. Il va être aussi beaucoup question de virtuel dans ces romans. Des personnages qui, au fil d'un voyage en train, de rencontres, de découvertes très confuses du sentiment amoureux ou face au handicap, cherchent une voie et finissent par se trouver et s'affirmer. Et des parutions qui manifestent aussi notre volonté de proposer de la création, puisque c'est 100% de création française, dont des auteurs qu'on suit, livre après livre, et c'est là aussi le cœur de notre travail éditorial. Et je vais commencer par Jean-Philippe Blondel, par ce roman paru au mois d'août, Passager de l'été. Jean-Philippe Blondel est un auteur qui est fidèle à notre catalogue, puisque c'est le 10e roman que je publie de Jean-Philippe. Et on retrouve cette écriture, cette plume généreuse, optimiste, cette confiance aussi dans la jeunesse d'aujourd'hui face aux défis de la guerre, d'une actualité qui est grave, aux défis aussi climatiques. Et bien, je donne la parole à Jean-Philippe qui parlera avec ses mots à lui de son roman Passager de l'été. Alors, dans Passager de l'été, Samuel, qui a 18 ans, se retrouve pris au dépourvu quand son meilleur ami, Adrien, avec qui il devait partir à la découverte de l'Europe avec la carte Interrail, le plante au dernier moment. Ça paraît d'autant plus injuste à Samuel qu'il a travaillé tout le mois de juillet comme serveur dans un restaurant pour pouvoir se payer ses vacances, alors que Adrien, dont les parents ont de l'argent, profitait de ses congés. Donc Samuel est dégoûté, il est abattu et dans un premier temps il pense tout laisser tomber. Et pourtant il va découvrir en lui une audace qu'il ne se connaissait pas et il va décider de partir seul, même si cela lui fait peur. Il fait partie, Samuel, de cette génération qui a subi de plein fouet les conséquences du Covid et qui vit aussi avec la déstabilisation amenée par la guerre en Ukraine. Il est partagé entre l'envie de parcourir le monde dont on l'a privé pendant 2 ans et puis la crainte des dangers qui planent, qu'ils soient militaires ou sanitaires. Et ce dont il a vraiment envie, ce dont il a vraiment faim, c'est de contact humain, de contact physique et pas seulement virtuel. Il va d'ailleurs dans un premier temps se déconnecter des réseaux sociaux pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à l'humain. Caméra au point, il va se promener d'Amsterdam à Lund en passant par Hambourg et Copenhague et il va nouer des liens très forts, comme cela arrive en voyage, avec des jeunes gens de son âge qui vont traverser son existence et y laisser une empreinte indélébile. Ces jeunes Européens, il va les faire parler d'eux-mêmes, de leur rapport au monde, de leur pays d'origine ou d'adoption, et c'est en les filmant qu'il va peu à peu découvrir ce qu'il veut faire lui et ce qu'il est lui au fond. Parce que c'est en allant à la rencontre des autres et en leur faisant conscience qu'on se trouve soi-même. De partout, on effraie de la génération qui monte, qui à cause du terrorisme, des guerres, du réchauffement climatique ou des pandémies, et aussi de l'omniprésence des images et des réseaux, a tendance à se recroqueviller sur elle-même et sur son clan. Ce que prône Samuel ici, c'est la confrontation avec le réel, et c'est tout simplement l'ouverture au monde. Ce que Samuel découvre, c'est qu'il faut avoir confiance dans les surprises de la vie. Merci à Jean-Philippe et j'enchaîne avec Jovitek. Jovitek, c'est aussi une autrice qui est fidèle à notre catalogue. On a une quinzaine de ses titres entre albums, romans pour les plus jeunes avec Le Clan des Cabossés et puis surtout des romans pour les ados, des thrillers. Vous vous souvenez, il y a à peine un an du roman Les Errantes, elle est vraiment une orfèvre en matière de thriller. Des thrillers qui sont souvent matinés d'épouvante, de paranormal. Et j'ai eu envie de republier ce premier roman que j'avais édité de Jo, Peur Express, et de le republier en format poche. Et alors pour ce webinaire, Jo va nous révéler sa recette d'un bon thriller. Quels sont les ingrédients d'un bon thriller? Écoutons Jo. Alors, on me demande de parler des ingrédients d'un thriller, enfin, en tout cas de mes ingrédients pour ma petite cuisine intérieure. Alors, évidemment, les peurs.
Je crois qu'il faut être une grande trouillarde pour écrire des thrillers. Moi, j'en le suis. Je suis assez flippée. Donc, en général, quand je travaille un thriller, je pars de mes peurs. Pour Peur Express, évidemment, j'avais le choix dans ce train. Donc, j'ai listé comme ça mes peurs, qui sont les peurs universelles. Alors, il y a le soldat de la Seconde Guerre mondiale sur le quai de gare avec le bruit, la bande sonore de cette horreur du nazisme. Il y a le fantôme de la personne chérie qui a disparu. Le fantôme qui vire au vampire, mais pas le vampire sympathique, le vampire à la façon Bram Stoker. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme peur dans ce train? Oui, bien sûr, l'abandon. Peur de l'enfance, en tout cas qu'on garde très longtemps, et qui sera la peur d'un de mes héros. Donc je suis partie de mes peurs, comme toujours, pour Peur Express. Ensuite, bah, les personnages, moi j'adore les personnages, je viens du théâtre, donc je les travaille beaucoup. Plus ils seront travaillés psychologiquement, plus ils auront des failles, des blessures, des obsessions débordantes, plus ils seront borderline, plus on les montre comme ça, ces personnages, plus on donne à voir quelque chose d'eux, et plus le lecteur sera flippé quand je vais les faire rencontrer quelque chose de terrifiant. Il faut que le lecteur puisse penser qu'ils vont vraiment péter un câble, qu'ils seraient capables oui, d'agresser, voire de tuer quelqu'un. Il faut vraiment monter ça avant. C'est ce que j'ai fait largement dans Peur Express au début avec cette longue scène chorale dans le train. Ensuite, ben, bah, le décor, moi, le train, c'est le décor romanesque absolu. Hein. Je suis une obsédée de l'enfermement, donc dans tous mes thrillers, ça se passe dans un huis clos, on peut dire. Là, c'était facile. Cette métaphore climatisée de nos vies qui roule toute seule à folle allure, c'était parfait pour cette histoire de ces jeunes dans le train. Et, et le décor, c'est ce qu'on n'oublie pas d'un thriller. L'hôtel de Shining, le motel de Psychose ou la cabane de Misery. Voilà, là il y a le train et un train que je vais bloquer sur un viaduc au milieu d'une tempête de neige. On y est. Ce huis clos, c'est enfin, moi, je trouve que c'est parfait, le huis clos, pour le thriller. Le rythme, très important. C'est une bonne blague, un thriller. C'est la blague d'Halloween qui dure 300 pages, en fait. Donc, il faut absolument tenir un rythme. C'est très musical. Très, très musical. C'est symphonique, l'écriture d'un thriller. Il faut énormément construire, en fait. Beaucoup plus que pour d'autres romans. C'est ce qui me demande le plus de temps pour pouvoir avoir ces moments de tempo calme, de rupture violente, de parties à cordes un petit peu très angoissantes comme ça. Et puis les trompettes tout à coup, voir les tambours, voir la techno, quoi. Donc, ouais, c'est musical, même si je suis pas musicienne. Je dirais la boîte à malice. La boîte à malice, c'est tous ces éléments secondaires. Par exemple, dans ce train, tous les adultes sont inquiétants. La TGViste, de dos, elle ressemble à une ado, elle est en pleine rupture. Robert Jean est l'agent du train, l'agent commercial, il est en fin de carrière, il est usé, il déteste Noël et on est dans un train de Noël, entouré de gamins et de cadeaux. Donc tous, une gamine va chanter une comptine de l'enfance très angoissante tout à coup. Tous ces éléments participent à faire déborder la peur des lecteurs au moment où ça va commencer à péter. Et surtout à l'embrouiller suffisamment pour que voilà la promesse d'un thriller, on ne devine pas la fin. Et ça, aujourd'hui, avec toutes les séries que nous avons tous en commun, c'est pas si simple. Voilà. Après, voilà, ce sont que des ingrédients qui me semblent être nécessaires pour un thriller réussi. Et puis après, bah, ce qui fait l'écriture, c'est chacun fait à sa sauce. Voilà, bonne cuisine. Merci Jo pour cette recette qui va peut-être inspirer certains d'entre vous. Et je continue avec Julien Dufresne-Lamy. Julien n'a pas pu enregistrer de vidéo pour ce webinaire, mais je voulais parler évidemment de son roman. Julien sait aborder des thèmes forts avec toujours cette empathie, cette sensibilité qui le caractérise. Et cette fois-ci, il s'attaque à un sujet un peu tabou en littérature jeunesse, qui est celui de la précarité.
et raconte l'histoire de Sacha. Et ça commence par une scène très forte, hein. Sacha fête son anniversaire, mais il fête son anniversaire dans le noir complet, la lumière des bougies du gâteau, puisque l'électricité a été coupée. Sa mère, Nelly, croulant sous les dettes, ne s'en sort plus depuis qu'elle a perdu son travail. Et c'est cette question du regard des autres aussi qui est au cœur du roman, puisque à l'adolescence, on est vraiment sensible aussi à cette question du rôle qu'on joue. Et la préoccupation de ce garçon, c'est surtout de ne pas être démasqué, c'est de ne rien laisser paraître, de ne pas montrer des signes de sa pauvreté. Et c'est un roman qui, en même temps, délivre un beau message d'espoir, puisqu'il part du noir, mais il va peu à peu aller vers la lumière. Et c'est un garçon qui va finalement trouver sa voie, qui va se forger un avenir, où il va pouvoir se débrouiller, aussi voir grand. Et au moment où il doit décider de son orientation, il est plutôt bon élève. Il va renoncer à la filière générale pour prendre une filière professionnelle et il choisit un métier, mais un métier qui est différent, un métier rare, un métier qui ne le déterminera pas socialement, qui est celui de souffleur de verre. Et là aussi, il y a de très belles pages dans ce livre sur la beauté du travail manuel, du métier d'art. Voilà, je vous invite à découvrir, si ce n'est pas encore le cas, ce très beau livre de Julien Dufresne-Lamy, Trois fois rien. Et j'enchaîne avec une nouvelle autrice dans notre catalogue, Oriane Charpentier. Pour le coup, un univers totalement différent. Un voilier, la mer, l'été, les jeunes gens sur ce voilier, l'ivresse du grand large, la découverte de la liberté aussi pour Jeanne, l'héroïne, la très sage Jeanne, et puis la tempête. Et là, on bascule dans un roman d'aventure avec un véritable suspense. Et à l'adolescence, souvent, il est question de vivre plus fort, de tester ses limites. Et c'est cette question que Oriane Charpentier a voulu présenter son roman sous ce jour-là, tester ses limites. Écoutons Oriane. Vivre plus fort, tester ses limites, se mettre en danger, c'est un peu les trois moteurs des personnages de Souffle, même si en l'occurrence se mettre en danger est une conséquence involontaire et même inconsciente des deux premiers. Ce qui m'intéressait beaucoup dans ce roman, c'était d'explorer justement la dimension de la transgression pour vivre plus fort, plus intensément et pour tester ses limites. Et cette transgression, en l'occurrence, il s'agit pour eux, dans ce petit paradis qu'est la station balnéaire, ce petit Éden clos, c'est de goûter le fruit défendu de la liberté. Et pour ça, goûter ce fruit pour eux, la solution et vraiment l'occasion, c'est d'emprunter un petit voilier et de s'évader vers une île. Et en l'occurrence, ce que je trouvais intéressant et même ce qui était le défi pour moi, c'était de montrer comment ce qui était pour eux le symbole d'une liberté absolue allait se transformer au fil de la navigation en son contraire, c'est-à-dire en enfermement, et comment le voilier, qui était l'outil de leur émancipation et de leur évasion, allait se transformer en un petit univers carcéral. L'autre chose aussi que je trouvais, dont j'avais envie de tirer le fil, c'était comment goûter ce fruit défendu, les révéler à eux-mêmes d'une certaine manière dans leur nullité, dans leur vérité et leur vulnérabilité d'êtres humains. Donc voilà, c'est un des courants, un des fils de Souffle. Marc Le Tan, parfois j'aimerais que ma vie ressemble à une comédie musicale. Donc là, on change d'univers, on change de sujet et on aborde le thème du handicap et de l'handicap mental. Donc là aussi, un sujet tabou, mais c'est intéressant d'aborder tous les sujets en littérature jeunesse, surtout quand c'est avec talent, celui de Marc Le Tan, et qui donc aborde ici cette question de handicap sans pathos, sans apitoiement, avec beaucoup d'humour. Et son héros, son personnage, en a beaucoup, un humour caustique, et avec aussi une magnifique relation fusionnelle entre un père et un fils. Cette question du handicap, comment l'aborder? Marc Le Tan nous en parle. Bonjour, je m'appelle Marc Le Tan et je suis l'auteur de Parfois j'aimerais que ma vie ressemble à une comédie musicale. À travers ce roman, vous allez découvrir l'histoire de Maxence, un jeune adolescent atteint du syndrome de la Tourette.
En écrivant ce texte, j'ai rapidement réalisé que j'avais une responsabilité vis-à-vis des personnes atteintes par cette maladie. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un neurologue qui m'a aidé et qui m'a permis de gommer certaines approximations et inexactitudes dans le texte. Alors l'histoire, c'est Maxence, le héros, un adolescent tourmenté, mais les personnages secondaires ont également la part belle. Il y a Olive, son meilleur ami, qui est atteint d'un strabisme divergent et qui constitue avec lui le club des canards boiteux. Il y a son oncle qui l'amène régulièrement au parc et qui partage avec lui des considérations sur l'anatomie féminine. Et il y a son père, surtout son père, qui veille sur son petit, qui veille sur son enfant, car sa mère est partie, et qui va lui transmettre des textes, car il est écrivain, des textes qui vont lui permettre de transcender son quotidien. Alors c'est un livre sur l'expression artistique, sur l'écriture, sur la musique, et sur la façon dont ces arts permettent de transcender, de magnifier la réalité. Et j'espère que le lecteur comprendra qu'à travers ce roman, il y a une fenêtre ouverte, il y a une main tendue sur l'expression artistique, sur la façon dont eux-mêmes peuvent écrire, eux-mêmes peuvent faire de la musique, eux-mêmes peuvent dessiner pour échapper aux journées qui peuvent paraître bien mornes parfois. Alors, pourquoi ce titre? Parce que, personnellement, parfois, j'aimerais aussi que ma vie ressemble à une comédie musicale. Merci. Alors, comme vous le voyez, ce webinaire est aussi l'occasion de découvrir les intérieurs de nos auteurs, hein. On est dans une cuisine, on est dans un salon, on est dans un bureau. Et je continue avec des auteurs confirmés, des auteurs nouveaux dans le catalogue, et puis une primo-romancière, Juliette Moreau, avec La grâce du moment. C'est donc l'histoire, c'est un premier roman sur un premier amour. Achille rencontre Nicolas, le frère aîné de sa sœur, et c'est le coup de foudre, même s'il n'arrive pas au départ à mettre des mots sur les sentiments qu'il éprouve pour ce garçon, et il va passer par tous les états. Et l'intensité des sentiments, des émotions telles qu'on les ressent à l'adolescence, leur côté paroxystique, c'est ce sur quoi, a voulu travailler Juliette Moreau. Et donc, je la laisse parler de ce premier amour. Mon premier roman, La grâce du moment, raconte une histoire d'amour, une première histoire d'amour pour Achille, le personnage principal. Ce qui m'intéressait, c'était de me concentrer sur les émotions qu'on peut ressentir à l'adolescence, et c'est pour ça que j'ai choisi le premier amour, car il est bouleversant et vraiment riche en émotions. Ce que j'ai aussi essayé de faire, c'est de tisser un lien fort entre le lecteur et Achille, pour qu'il puisse vraiment vivre avec lui cette première histoire d'amour et ressentir toutes ses émotions au fil des pages. Un autre des sujets qui pour moi est vraiment très important dans le roman, c'est le deuil de la mère d'Achille qui vient de décéder brutalement. Je pense qu'on suit donc du coup pour moi le père d'un côté qui vit la perte de cet amour et de l'autre côté le fils, donc Achille, qui vit sa première histoire d'amour avec Nicolas. Parce que le roman parle aussi de la découverte de l'homosexualité d'Achille, mais aussi d'amitié avec la bande d'amis d'Achille qui gravite autour de lui, d'anxiété sociale et de plein d'autres sujets. Mais je crois en effet que le sujet principal reste effectivement le premier amour. Histoire emmêlée de Hélène Gloria, un récit qui nous plonge au cœur de deux aventures, à deux époques différentes. Il va être question de rugby masculin, de rugby féminin. On est avec Glenn dans la première moitié du XIXe siècle, un jeune orphelin irlandais qui est propulsé dans le très sélect université de rugby, qui va être à l'origine du changement des règles de ce sport, et donc c'est évidemment inspiré du personnage de William Webb Harris. Et puis aujourd'hui, à Saint-Malo, une jeune fille passionnée par son sport, le rugby, et qui malheureusement doit mettre entre parenthèses sa carrière du fait de la maladie. La question de l'engagement, elle est au cœur de ce livre, et je laisse Hélène Gloria vous en parler. Alors, si je devais résumer ce roman, Histoire emmêlée, en un seul mot, je dirais l'engagement. Alors, pas l'engagement de deux équipes sur le pré lors d'un match de rugby, non. Un engagement plutôt en dehors du terrain. Et je pense notamment avant tout à Charlie, l'héroïne du roman, qui doit lutter contre la maladie
Et ça, bien évidemment, ça demande un engagement total, qu'il soit à la fois physique, psychologique, mental. Alors elle n'est pas seule pour livrer bataille, sa mère est à ses côtés et n'hésite pas à remuer ciel et terre pour notamment sauver la structure associative sportive dans laquelle sa fille s'entraîne, parce qu'elle est persuadée que le maintien de cette structure fait partie du plan de guérison et parce qu'il faut que sa fille ait un après, des perspectives, des projets. Alors pour ce faire, elle emmène avec elle dans l'aventure un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément de lien avec le rugby, loin s'en faut. Et ces personnes en question ne vont pas hésiter à donner du temps, à apporter des compétences, de l'énergie, à porter le projet de manière collective, même si individuellement elles n'en récolteront peut-être pas les fruits. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, ce don solidaire et bénévole. D'ailleurs, c'est pas innocent si j'ai choisi le rugby en toile de fond de ce roman. Ce sont des valeurs qui sont portées par cette discipline sportive. Et ça me semblait très, très important d'en parler, parce que le tissu associatif, qu'il soit culturel ou sportif, est rempli de gens qui donnent du temps, de l'énergie pour les autres. Une autre forme d'engagement présente dans le roman, mais alors là, dans la partie un peu plus historique de l'histoire, c'est celui de Ivy, la fille du directeur du collège de rugby, qui n'envisage pas une existence rangée de maîtresse de maison, d'épouse, de mère de famille. Non, elle ambitionne de parcourir le monde, alors d'étudier dans un premier temps à l'université et de parcourir le monde pour en rendre compte, pour le connaître. Et ça, au 19e siècle, pour une jeune femme, c'est pas forcément un engagement, enfin c'était un engagement sur une voie assez périlleuse. Et elle a quand même la chance de croiser la route de Rosa Bonheur, la peintre célèbre, qui va lui apporter des clés et l'encourager dans cette voie. Donc voilà, si je devais résumer le roman en un seul mot, c'était l'engagement, qu'il soit collectif ou individuel, qu'il soit pour soi ou pour les autres. Merci à Hélène Gloria. Donc après ce panorama des parutions en 2023, je remercie tous les auteurs d'avoir joué le jeu, de se filmer pour parler de leur roman, de leur récit. Je voulais juste annoncer pour 2024 et annoncer en avant-première les parutions de janvier et février. Et pour le mois de janvier, Banal flambé dans ma cité de Mabrouk Rachidi, un auteur qui a publié en jeunesse et aussi en littérature générale. Un roman qui fait écho à une actualité brûlante sans mauvais jeu de mots. Je précise d'entrée que ce livre a été écrit bien avant les événements de juin 2023 et je l'avais aussi évidemment accepté bien avant ces événements. C'est l'histoire de ma bataille, un garçon d'une cité, un garçon sans histoire, mais qui va se trouver au mauvais moment, au mauvais endroit, une descente de police qui se passe mal, un jeune dealer de 17 ans qui est tué et un policier qui est accusé, donc soupçonné du crime, et ce qui déclenche des émeutes, une révolte de la jeunesse, un emballement médiatique, tout ce que l'on a connu. Et ma bataille a envie de savoir ce qui s'est réellement passé. Il va du coup mener une sorte d'enquête, prendre des risques, puisqu'il va carrément infiltrer le réseau de drogue, lui qui n'a rien à voir avec ces questions de drogue, pour essayer de connaître la vérité, aussi puisqu'il est à la recherche d'un ami qui a un rapport dans cette histoire. Donc il y a cet arrière-plan social, sociétal très, 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 très fort. Mais c'est d'abord un roman captivant, où on est vraiment au basque de ce garçon, en plus qu'un garçon qui court beaucoup. Et il y a un vrai donc, suspense qui vous emporte, en même temps qu'il y a tout un questionnement, effectivement, sur cette relation distendue entre la police et la jeunesse. Et Mabrouk Rachidi est né dans un quartier populaire et il continue à aller dans les quartiers populaires en animant des ateliers d'écriture et notamment autour de cette question de relation entre la police et les citoyens. Sur ses intentions, je lui donne la parole. Écoutons Mabrouk Rachidi nous parler de son roman.
mon intention en écrivant Banal flambé dans ma cité, c'est de raconter une histoire qui se lise comme un roman policier. J'ai envie que les lecteurs soient entraînés dans la question que je me suis moi-même posée en l'écrivant. Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour où ma bataille a vu la mort d'un jeune et un policier juste à côté de lui. Et évidemment, ce n'est pas un sujet neutre, hein. Donc mettre en scène un policier avec un jeune dans un quartier populaire. Et cette idée m'est venue alors que j'animais des ateliers d'écriture dans le cadre de rencontres entre des policiers et des habitants de quartiers populaires. Alors, en gros, il y a 3 points de vue. Il y a celui de ma bataille, qui est un jeune homme de 16 ans et qui observe son quartier, qui voit bien qu'il y a des problèmes, mais qui est passif et simplement témoin. Il y a celui de Katia qui va lui apporter une conscience finalement politique, qui elle est hyper politisée, qui est la sœur de la victime, mais qui est politisée avant la mort de son frère qui a 17 ans. Et donc, elle emploie un vocabulaire qui est celui des militants contre les violences policières, des gens qui sont des militants contre le racisme, cet antiracisme dit politique aujourd'hui. Et il y a aussi un troisième point de vue qui est celui d'une femme policier qui, elle, a aussi eu un passé, qui est dans un quartier populaire, qui, à la suite d'ailleurs d'un problème dans sa jeunesse, a été incitée à devenir policière. Et donc voilà, c'est ces 3 regards que j'avais envie de croiser. Et mon but, c'est vraiment de questionner cette question de société, du rapport entre la police et les habitants de quartier. Et ce n'est pas d'imposer un point de vue. Oui, je crois que Mahmoud Rachidi a vraiment raison d'insister sur cette force justement du roman, excusez-moi, le téléphone se déclenche. Oui, je disais, pardon pour cette petite interruption, que oui, je pense que c'est important de souligner cette force justement du roman, de répondre en des termes apaisés à des questionnements, sur des sujets graves. Et voilà, je pensais aussi tout l'intérêt que vous aurez à découvrir ce livre. Et pour terminer cette présentation, et dans le cadre aussi donc des nouveautés de 2024 et du mois de février, et là, on s'adresse à des plus jeunes lecteurs, hein, voilà, les 10-13 ans, on n'est plus dans la littérature proprement ado ou pour les jeunes adultes. C'est Vincent Mondiaux qui nous revient avec une série Frisson, Le Clan du CDI. Et avec cette nouvelle série, c'est comme si Vincent avait envie de rendre un hommage à ses lectures ces lectures de son enfance, de sa préadolescence, les Chairs de poule, les Spooksville, Mon prof est un extraterrestre, et tous ces romans donc, de la peur, mais aussi du plaisir de la lecture. Et voilà, il nous a proposé cette série qui s'inscrit dans cette lignée des romans frissons, avec sa patte personnelle, hein, celle qui est de Vincent, un art du dialogue, du gentil charriage, du charriage affectif entre ces 4 héros, quatre collégiens qui vont se retrouver au CDI, 4 collégiens un peu en dehors des clous, auprès d'une bibliothécaire, d'une documentaliste fraîchement nommée, qui est pleine d'allant, mais qui se désespère de ne pas voir forcément beaucoup de collégiens, d'élèves dans son antre, parce que en plus son CDI tient plutôt du chaos de la grotte que vraiment du CDI bien rangé. Donc de l'humour, des frissons, et puis aussi, comme toujours chez Vincent Mondiaux, une fine analyse psychologique, puisque voilà, si on va chercher, on se rend compte que ces jeunes collégiens ont aussi voilà, on leur fêlure, et il va être question par exemple, de la phobie scolaire dans le premier tome, le collège de l'angoisse, et puis du traumatisme du divorce dans Attention aux griffeurs, donc une série pour 2024, 6 titres pour cette première saison.
Et je vous remercie de votre attention. Si, je ne sais pas si éventuellement il y a des questions ou des réactions. Alors, on n'a pas de questions. Par contre, j'imagine qu'on peut retrouver certains des auteurs sur le salon. Même, Tout à fait. Donc, notre programme de dédicace est disponible, hein, sur notre site. Et notamment, donc, le samedi, effectivement, un certain nombre d'auteurs seront en dédicace sur notre stand qui est le K13. Je remercie Julien qui m'a aidé à réaliser ce webinaire parce que j'avais une absence. Oui, tout à fait. Écoutez, on n'a pas de questions en tout cas dans le chat, donc je vais remercier tous les spectateurs qui ont assisté à ce webinaire. Sachez que l'ensemble des webinaires de ces 2 jours professionnels seront en replay début décembre sur la plateforme Marcom, et elles seront accessibles pendant 4 semaines. Donc n'hésitez pas, dès qu'elles seront en ligne, d'aller les visionner, revisionner autant que vous voulez. Et je souhaite un très bon salon du coup aux auteurs d'Actes Sud qui seront présents sur le salon, et une très bonne fin de journée à tout le monde.